Cette semaine, pour le podcast, on a reçu nul autre que Gérald Filion, qui est journaliste spécialiste en économie. Il anime RDI Économie et il a aussi un balado que je vous propose d'écouter, super intéressant, qui s'appelle Questions d'intérêt. Gérald a été vraiment généreux d'accorder l'entrevue parce qu'il est vraiment très très occupé par ces temps de COVID-19. Alors avec lui, on a parlé de son amour pour le baseball, oui. On a aussi parlé de son arrivée dans les cantons de l'Est, de son parcours professionnel et d'un projet qui lui tient à cœur à Frelichburg qui s'appelle Adélard, qui est une résidence pour artistes visuels. Alors sans plus tarder, voici le balado avec Gérald Filion. En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un tête-à-tête du canton. Alors aujourd'hui au podcast, on est avec Gérald Filion. Gérald, merci beaucoup de prendre du temps pour le podcast. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir. Merci. Écoute, en plus, je pense que tu es bien occupé pendant ton confinement, non? Oui, le confinement, c'est pas un confinement de travail. J'ai le plaisir et le privilège de pouvoir travailler. Hein. Contrairement à des millions de personnes qui ont quand même perdu leur emploi. Ouais. Moi, j'ai continué de travailler, puis même que ça s'est un peu accéléré pendant la crise, là, compte tenu des événements. Mais ça va bien, ça va bien. C'est ça. Donc, contrairement à beaucoup de gens, toi, tu es peut-être même encore plus occupé qu'avant la COVID, non? Oui, les journées sont plus longues, sont plus intenses, ça commence plus de bonne heure, bien que ça s'est un peu atténué, je dirais, depuis quelques semaines, mais OK. tu sais qu'il y a beaucoup de gens en télétravail qui travaillent plus qu'avant parce que la COVID-19 OK. a quand même amené son lot de défis pour toutes sortes d'entreprises. Donc, c'est pas simple. Donc, effectivement, il y a des gens qui travaillent plus qu'avant, puis il y a des gens qui attendent de pouvoir avoir le bonheur de pouvoir travailler de nouveau. Ben oui, c'est ça. On pense aux gens, au personnel de la santé, évidemment, qui doivent travailler pas mal plus qu'avant. Ouais. Écoute, Gérald, moi, ça me fascine. J'aimerais que tu me parles de ton parcours. Comment tu es devenu la sommité médiatique en termes d'économie au Québec? Comment c'est arrivé tout seul? Ben d'abord, j'ai pas l'impression d'être une sommité de quoi que ce soit, pour être bien sincère, mais OK. je sais qu'il y a des gens qui m'identifient beaucoup à, à une espèce de référence en économie, mais tu sais, je suis pas économiste, je suis pas fiscaliste, je suis pas comptable, je suis simplement un journaliste qui s'intéresse depuis 20 ans aux questions économiques. Ouais, OK. Puis, moi, tout est un concours de circonstances, puis moi, je voulais être journaliste dans la vie depuis tout petit. Alors, OK. ça a toujours été très clair dans ma tête que je voulais être journaliste. Dès l'âge de 5-6 ans, j'avais hâte d'écrire, j'avais hâte de lire. Ma mère, quand j'ai pu écrire, me faisait copier des textes parce que j'aimais écrire. Donc, Wow, mon OK. objectif était vraiment d'écrire. Puis, donc, ça a toujours été en moi d'être journaliste. Maintenant, est-ce que ça allait être en économie? Pas du tout. Tu sais, quand j'étais petit, je m'intéressais beaucoup au sport. OK. Je m'intéressais à la politique aussi. Donc, j'étais pas parti nécessairement pour faire ça en économie. Sauf que, concours de circonstances, à un moment donné, quand j'étais à TVA à la fin des années 90, au début de LCN, Oui. à ce moment-là, un patron m'avait demandé de faire du remplacement du journaliste en économie, à l'époque François Gagnon qui était là. Et puis moi, je voulais pas, mais finalement, mon patron m'avait convaincu. Alors, j'avais commencé à faire ça. Puis au fil du temps, à force d'en faire, puis quand je suis rentré à Radio-Canada, on me voyait dans ce créneau-là. Alors, une fois que tu mets l'habit puis que ça a l'air de t'aller, ben là, tu restes coincé avec l'habit, mais c'est une très bonne chose parce que j'ai réfléchi à ça, puis j'ai développé vraiment une façon qui est la mienne de parler d'économie en plaçant les humains, les êtres humains au centre de tout ça, de l'économie en quelque sorte. Puis est-ce que tu as eu en quelque sorte la piqûre pour le sujet? J'ai pas eu la piqûre, mais j'ai appris. Je dirais pas que j'ai eu la piqûre. Tu sais, c'est pas un coup de foudre, mais étant donné que je me suis donné dans ma tête une forme de carte blanche, je me suis dit, c'est quoi l'économie? Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'en parle? Et moi, je suis pas là juste pour parler des indices de la bourse au quotidien. Mm-hmm. Je suis là pour parler de ce que ça veut dire dans le monde du travail, dans le monde de la culture, de l'impact environnemental.
de l'ensemble des facteurs socio-économiques, de m'intéresser aux entrepreneurs comme aux travailleurs, aux patrons comme aux travailleurs puis aux syndicats. Tu sais, je me suis dit, l'économie qui est au cœur de tout, qui est dans l'angle d'à peu près tous les sujets qu'on aborde ou presque, comment j'en parle, moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est vraiment cette construction-là qui fait que quelque part, au début des années 2000, je me suis dit, parfait, c'est là qu'on me voit, c'est là que je me vois et c'est ça que j'ai le goût de faire parce que c'est du contenu, c'est important, il faut rendre ça très intéressant. J'ai un patron, un ex-patron qui s'appelle Pierre Tourangeau qui me disait souvent, l'objectif, il y a des nouvelles importantes puis il y a des nouvelles intéressantes. OK. Et il y a des nouvelles pas importantes puis il y a des nouvelles pas intéressantes aussi. Ouais. Or, l'économie, c'est très important, mais c'est pas toujours intéressant. Alors, mon défi, c'est de le rendre intéressant parce que c'est très important d'en parler. Ouais, effectivement. Mais tu trouves pas ça des fois contraignant de seulement parler d'économie ou au contraire, vu que ça touche tellement d'autres sphères que Ouais, non, je le trouve pas contraignant dans la mesure où c'est mon créneau, c'est mon beat. Il y en a d'autres, c'est la politique, il y en a d'autres, c'est l'environnement. Est-ce qu'Étienne Leblanc trouve ça contraignant de juste parler d'environnement? Est-ce que Sébastien Bovet trouve ça contraignant de juste parler de politique? Non, je pense que ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu en fais? Comment tu abordes les choses? Quelle est ton approche journalistique de ce sujet-là qui va faire en sorte que ça a du sens, tout ça? C'est ça l'objectif, c'est d'en parler, puis que tout cela ait du sens, que ce soit cohérent. À qui on parle, de quoi on parle et pourquoi on parle de cette information-là plus que d'une autre information. Alors que ce soit de l'économie, de la botanique ou de la rénovation, je veux dire, il faut avoir un peu de réflexion derrière les informations qu'on diffuse. Ouais, je pense que c'est très bon justement pour réussir à l'amener d'une façon plus facile à comprendre parce que je pense que c'est pas nécessairement toujours hyper simple à comprendre. Écoute, Gérald, je voudrais qu'on parle un peu des cantons de l'Est. Oui. Tu as une résidence, non, à Saint-Armand, ça se pourrait? Exactement. Résidence à Saint-Armand depuis une dizaine d'années et depuis 2010. Et puis, une résidence d'artistes aussi qu'on a cofondée avec Sébastien Baranger et Laurent Vernet à Fredericksburg. Et moi, j'ai grandi à l'autre bout des cantons de l'Est, dans un petit village qui s'appelle Lambton, qui est pas très loin, si on veut, de Lac-Mégantic ou de Saint-Georges-de-Beauce. Et mon père vit toujours là, d'ailleurs. Alors, j'ai comme fait le grand écart canton de l'Est. Les cantons de l'Est, c'est quoi? Ça commence au lac Champlain, je suis au lac Memphremagog, puis après ça, je suis au lac Mégantic. Je suis pas né, là, je suis né à Montréal, dans le fond, mais j'ai grandi à l'autre bout des cantons de l'Est, puis maintenant, j'ai une résidence secondaire à l'autre bout des cantons de l'Est. OK. Puis pourquoi tu as choisi Saint-Armand? Parce que c'est beau. Parce que c'est formidable. Puis l'objectif était pas de toute façon, il n'y avait pas d'objectif. On se promenait par là, puis on est tombé en amour avec le coin, puis on est tombé sur cette maison-là. C'est pas très loin de Montréal, avec la capacité d'y aller toutes les fins de semaine sans que ce soit 3 heures de route, puis qu'on se dise qu'on y va pas. Puis un attachement pour les cantons de l'Est en général de toute façon, parce que je me sens quand même chez moi dans les cantons. OK. Et un engagement aussi, tu sais, le fait de faire de cofonder la résidence d'artistes là, qui s'appelle Adélard. L'objectif, c'est aussi de camper quelque chose. Tu sais, je me sens montréalais, mais je me sens aussi canton de l'Est. Je me sens investi dans la communauté, puis engagé envers la communauté aussi. Ouais, parlons-en d'Adélard, un projet que tu as cofondé. Est-ce que tu pourrais justement expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est? En fait, Adélard, c'est une résidence d'artistes qui accueille des artistes professionnels. C'est la 2e saison qu'on met de l'avant malgré la COVID-19 et en respectant toutes les consignes de santé publique. Mais étant donné qu'on est une petite organisation très souple, on accueille un artiste tour à tour qui est en immersion, qui est en résidence pendant 6 semaines. Donc, c'est 6 semaines de création dans le lieu d'Adélard, qui est au cœur du village de Fredericksburg. Wow. Et il y a un appartement aussi qu'on a loué pour l'artiste dans le village. Alors, cet artiste-là vient travailler
Et c'est en art visuel, donc il y en a qui OK. peuvent faire de la peinture, qui peuvent faire de la photo, qui peuvent faire de la sculpture, il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Et puis, et le lieu aussi sert aussi d'exposition des œuvres parce que l'artiste peut présenter ses œuvres sur le lieu parce qu'on a la petite grange rouge là, dans le milieu Ouais. du village. Et il y a 2 étages à ça. Donc, l'artiste est en bas pour travailler et à l'étage, au 2e étage, en haut des escaliers, on installe des œuvres qui sont ouvertes au public les fins de semaine, tout en OK. respectant les consignes de santé Ouais, ouais. publique, dans la distanciation, laver les mains, aplatir la courbe, C'est pas tousser dans le évident, hein, c'est coude, pas toute la évident. kit. Non, c'est ça, il faut tout faire. Et on fait Pas tout évident. parce que c'est important. Ben oui, ça, certainement. OK, Alors, donc c'est ça. c'est vraiment cool. Moi, je croyais que c'était vraiment seulement comme un endroit justement d'exposition. Mais en fait, l'artiste est là vraiment pendant 6 semaines, vit un peu Oui. la région. Peut-être ça peut l'inspirer. Eh bien, certainement. Wow. L'objectif, tu vois, la mission qu'on s'est donnée, c'est de rapprocher les artistes et les citoyens. Donc, l'objectif, c'est que l'artiste présente un projet qui s'inscrit dans Fredericksburg ou dans la région. OK. Et les citoyens sont invités à venir à la rencontre avec l'artiste. Alors, l'année passée, en 2019, on a fait beaucoup d'activités et des événements sur les lieux. Donc, il y a eu des rassemblements, il y a eu des contacts. Cette année, on va attendre que ce soit possible. Ouais. On va faire certains ateliers virtuels, puis on verra aussi avec les camps de jour, etc., parce qu'on veut faire aussi, on est en train de développer tout un programme d'ateliers créatifs pour les jeunes. Donc, tu vois, l'objectif, là, c'est si on n'avait pas voulu être en contact avec la population, les résidences d'artistes auraient pu se faire dans le fond d'un rang quelque part, puis personne ne l'aurait vu. Mm. L'objectif, c'est d'être dans le village, puis qu'il y ait un contact, puis que les gens rencontrent l'artiste, voient ce qu'il fait, se posent des questions sur ce qui est en train de se passer avec ce qui est en train de faire là, cet artiste-là. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de créer. Fait que cet été, c'est un peu particulier, là, on va le faire autrement, mais fondamentalement, dans la durée. Puis l'année passée, quand on l'a lancé, on a fait la blague qu'on était là pour 100 ans, là. OK. On verra, mais fondamentalement, dans la durée, ce qu'on veut, c'est créer ce rapprochement, ce contact-là, cette rencontre-là entre les artistes Wow. et les citoyens. Puis Ouais. c'est des grands artistes, hein? Je pense des artistes professionnels. Moi, je m'y connais pas du tout, mais il me semble que c'est quand Oui, même des pointures, là. c'est ça, qui ont étudié dans ça, que c'est le cœur de leur vie, c'est l'art, et puis que ils ont une démarche professionnelle, effectivement. Donc, l'année passée, on a eu d'excellents artistes, Lorraine Williams, Yen Charlin et Valérie Potvin. Valérie Potvin qui est partie à Berlin ensuite faire une résidence. Yen Charlin qui va exposer bientôt au Musée d'art contemporain de Montréal. Une œuvre qu'on a Wow. créée chez Adélard l'été Oh, quand passé. même. C'est Donc, cool. c'est fantastique. Lorraine aussi qui a fait un travail exceptionnel. Cette année, on a des bons artistes. Michel Huneau qui a fait la série Roxham. Et donc, on voit les migrants qui passent à la frontière à Hemingford, là, au bout du chemin. Et lui, ben, son approche est photographique et artistique. Donc, il appose des couleurs, des tissus sur les personnages qui sont devenus des personnages, les migrants qui passent à la frontière. Donc, c'est très beau. Alain Lefort, qui est photographe, Émilie Bernard également. Fait qu'on a des super bons artistes. Wow. Est-ce que toi, tu as déjà un intérêt, l'art visuel pour toi? Oui, mais moi, c'est plus Sébastien qui est vraiment Sébastien Baranger, qui est le président du conseil là, d'Adélard, qui est vraiment le gars qui connaît ça. OK. Laurent Vernet qui a travaillé au Bureau d'art public de Montréal, etc., qui a cofondé. Cette année, on travaille avec Mona Akrim, avec Franck Michel, avec tout un conseil d'administration aussi qui est très, très local. Donc, le but, c'est d'avoir du monde qui connaisse bien les arts visuels ou l'art Mm. contemporain ou les approches artistiques et qui ont même, ça fait même partie de leur profession, et d'avoir des gens très ancrés dans la société, à Saint-Armand, à Fredericksburg, ce que j'appelle les forces vives de la communauté. Ouais. Moi, j'en parle parce que je l'ai cofondé, mais j'ai aucun rôle dans ça. Je suis bénévole. Moi, OK. je vais mettre de la peinture sur un panneau, je vais aider à accrocher. C'est Mais quand tu même un sais, projet qui t'allume, là, tu sais. c'est un projet qui m'allume, mais c'est Sébastien qui est vraiment OK.
le maître à bord avec Isabelle Hébert, qui est la chef des opérations, là, qui mène toutes les opérations. On travaille aussi avec Geneviève Marois-Lefebvre de Fredericksburg pour les ateliers créatifs, qui est très forte sur l'aspect médiation. Donc, tu sais, ça m'allume, mais j'ai aucune fonction officielle sauf d'y avoir pensé, d'avoir co-pensé à cette idée-là. Et toi, Gérald, j'imagine que en ce moment, tu fais l'aller-retour assez fréquemment entre Montréal et les cantons de l'Est. Oui, exactement. Là, un peu moins fait, là, je te dirais, depuis 3 mois en raison de la COVID-19. Mais on a, oui, depuis 10 ans, on fait beaucoup l'aller-retour. Pas tous les jours, là, parce qu'on non, la vie étant ce qu'elle est, mais assurément à peu près toutes les fins de semaine. Okay. Cet été, on va passer l'ensemble de nos vacances à Saint-Armand. Génial. Ouais. Et disons que la retraite, tu l'envisagerais plus en campagne ou en ville? J'ai aucune idée. OK, on va parler de ça tout de suite. Non, la retraite, là. J'ai aucune idée. T'aimes avoir l'équilibre entre les deux? Oui, ça, c'est super important. J'aime la drive, si tu me permets l'expression, de la ville, le foisonnement culturel, le bruit de la ville. Et j'aime le calme, l'incroyable baisse de tension quand on arrive à la campagne. Ça, c'est extraordinaire de sentir ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Hein? Ça prend quelques secondes. Tu descends de l'auto le vendredi, puis j'entends les grenouilles dans les étangs chez mes voisins, puis ça le fait. Mais c'est très important parce que je pense que je travaille beaucoup comme plein de gens, mais ça prend ça aussi pour déconnecter, puis je souhaite ça à tout le monde. D'ailleurs, je pense que même ton Internet, tu me disais à Saint-Armand, c'est pas... Parlant de déconnecter, là, je pense que c'est pas idéal pour travailler, disons. Là. Quand on est arrivé à Saint-Armand en 2010, dans le bulletin de la municipalité, c'était écrit « Dossier en cours, Internet, haute vitesse ». Et ça s'est amélioré au fil du temps, mais il y a toujours un défi. Mais là, je pense qu'on s'en va avec la fibre optique qui arrive. Oui. On s'en va vers quelque chose d'un peu plus durable qui va être bon pour amener des familles à la campagne, pour garder des familles avec des enfants et populer nos villages. Surtout aujourd'hui, quand on est habitué à un Internet qui fonctionne rapidement, après ça, c'est dur de changer. Sûr. Oui, mais c'est bon aussi. C'est bon aussi, ça aide à déconnecter. Mais des fois, ça frustre. Oui, c'est ça. Si je veux écouter le baseball, là, tranquille, un dimanche après-midi, là, des fois, t'attends le tir, puis là, ça bloque, là, ça marche pas. Puis là, finalement, t'as raté, puis c'était une longue balle, puis t'as manqué ça. Oui, exactement. Parle-moi de ton intérêt. Tu sais, t'as un intérêt pour le baseball, ça m'intéresse aussi. Oui, ça vient d'où, ça? C'est un peu préhistorique dans ma vie, le baseball, parce que ça fait depuis le temps des expos, bien sûr. Là, j'ai écouté plus de baseball à la radio que j'ai pu faire n'importe quoi d'autre dans ma vie. Oh, wow, OK. Alors, j'ai passé toute mon enfance, puis mon adolescence, puis ma jeunesse à écouter le baseball à la radio, à la télé aussi, mais surtout à la radio. C'était beaucoup plus à la radio à l'époque. C'était comme un accompagnement. Alors, j'ai toujours gardé un intérêt pour le baseball. Quand les expos sont partis, j'ai déconnecté pendant plusieurs années. OK, ouais. Mais j'avais un collègue au travail qui restait très connecté sur les Nationals de Washington puis qui m'en parlait continuellement. Qui étaient les anciens, qui sont devenus... Voyons, les expos sont devenus les Nationals, en fait. C'est ça. Ils ont quitté. Ouais, OK. Exactement. Donc, puis là, j'ai repris plus d'intérêt depuis plusieurs années. Puis c'est aussi un simple plaisir de regarder le baseball. Je veux dire, ça reste un sport exceptionnel de par son rythme, son son, l'été. Puis ce qui est fun aussi au baseball, c'est que je pense que c'est ça qui fait que je m'intéresse aussi à l'économie, c'est que c'est un sport de statistiques. Chaque geste, chaque moment est historique dans un sens parce qu'on l'inscrit. Alors, le tir, le type de lancer, la vitesse de lancer, Est-ce que c'est une balle? Est-ce que c'est une brise? Est-ce que c'est le 62e lancer? Et donc, tout est inscrit au baseball. Il y a rien qui est perdu dans un sens. Donc, tout devient une statistique. On mesure pas la vitesse des joueurs de hockey quand ils patinent ou non. on va mesurer le temps peut-être qu'ils vont durer sur la patinoire, mais tu sais, c'est un sport qui
où il y a des moments d'histoire qui ne sont jamais comptés, alors qu'au baseball, tous les moments comptent. Fait que Ça prend c'est une un grosse sport de équipe, statistiques. ça prend une grosse équipe de statisticiens, là. Oui, exactement. Écoute, moi, je suis C'est ça. fan de sport, fan de statistiques, mais il y a des trucs au baseball qui m'échappent encore, là, des statistiques, justement. Là. Il y en a trop pour moi. Là. Tu as raison. Et puis moi aussi, il y a des choses qui me. Il y a même il y a des acronymes là pour. Je me Oui. dis, voyons, c'est quoi que ça veut dire, ça, le pourcentage d'efficacité? Tu sais, il y a vraiment des Ah, choses, il y a même des énormément de nouvelles trucs. choses. Il y a des nouvelles statistiques qui C'est sont sûr. ajoutées. Mais je trouve que c'est un sport intéressant pour ça, mais aussi pour son rythme, tout simplement. Tu sais, je trouve le soir, quand il fait, je reviens du travail, mettons, je marche dans la rue, puis c'est un soir tranquille, le soleil est en train de se coucher, il fait chaud. Puis, mettons, je sais pas, tu es à la fin juin, puis il y a comme une ambiance dans la ville. Ben, tout ce qui manque, Mm. c'est la voix de Jacques Doucet qui sort de deux, trois Ok. maisons avec Ouais, le ok. son du stade en arrière. Tu sais. Ça, là, c'est magique, ça. Toi, tu serais au rendez-vous s'ils revenaient les expos, autrement dit. Ah, certainement. OK, cool. Certainement. Écoute, Gérald, dans ta carrière, évidemment, tu es journaliste économique, mais tu as mené beaucoup d'entrevues. Là. On parle des centaines, voire peut-être même des milliers. Aurais-tu Ouais. des trucs pour moi? Des trucs pour interviewer? Ben, non, mais une des choses que tu fais bien, c'est que tu écoutes. Et je pense que c'est quand on interview, l'important, c'est d'écouter. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Je pense que la, la nervosité qu'on a quand on fait des entrevues comme journaliste pendant longtemps, c'est d'avoir l'impression qu'on pourrait tomber dans le vide puis de se perdre dans ses questions. Alors que quand on se fait confiance puis qu'on se met à écouter l'autre, ben c'est là qu'on est capable de créer un véritable échange en écoutant l'autre invité. Puis la deuxième chose, je dirais, c'est la préparation. Donc, à partir du moment que tu connais le sujet ou que tu es bien préparé ou que tu as beaucoup de données, Mm. tu es capable de faire une entrevue. Parce que une entrevue, là, on fait pas on est dans un mood où on discute ensemble, mais des fois, tu peux être dans une entrevue très serrée Oh oui. avec un ministre, par exemple. Puis le ministre, généralement, il y a ses lignes, il y a énormément Ouais. d'informations, il y en a beaucoup plus que toi. Alors, tu sais, il y en a plus que toi comme journaliste qui l'interview. Alors, il faut quand même rester très aux aguets, puis avoir certaines informations, certaines données que tu pourras utiliser durant l'entrevue. Mais je pense que l'écoute et la préparation sont vraiment les deux clés. Parfait, je garde ça en note. Et Gérald, c'est l'heure de la question qui déchire. La question qui déchire. Ouh là là. En tant que journaliste, tu fais la télé, la radio, tu as fait aussi de l'écrit. Qu'est-ce que tu choisis? Disons que tu avais un médium euh, dans lequel t'exprimer pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Écoute, j'ai l'impression que l'écrit va pouvoir rester toute ma vie. Tu sais, tu parlais de retraite tantôt, là. Tu sais, il y a des moments où peut-être que tu peux plus faire de télé, plus faire de radio pour mille et une raisons. Mais si l'écrit reste, si le livre reste, si la lecture reste, ça, c'est formidable. Tu sais. Puis, ce qui est beau aussi à l'écrit, c'est que tu dis vraiment de façon très, très large et très longuement ce que tu as à dire. Je pense que l'écrit sera toujours la base fondamentale. J'ai fait de la radio à Lac-Mégantic de 93 à 96. J'ai adoré ça. J'ai étudié même, j'ai pris des cours de radio à l'UQAM. En OK. communication, on avait des cours de radio, un profil radio. Et donc, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la radio. Donc, je m'enlignais pour écrire ou pour faire de la radio. Puis finalement, je fais beaucoup de télé. Puis je suis embauché officiellement par la télé et par RDI. Mais toutes ces réponses, je dirais. OK, Finalement. ils ont chacun un Ils ont attrait chacun leur particulier, force, j'imagine. oui. Ouais, c'est ça. Mais la légèreté d'écrire et de faire de la radio, c'est extraordinaire. Ouais. La lourdeur de la télé, c'est demandant à la télé, là. Tu sais, Wow. faut se maquiller, il faut se coiffer, il faut s'habiller, ça prend les caméras, ça prend. Mm. Il y a vraiment, c'est très lourd la télé. C'est très formaté, fort. hein? C'est très formaté, mais je veux dire, c'est très fort. C'est incroyable l'impact Mm. de la télé dans la vie des gens, l'impact de l'image, en fait, je dirais. Parce Ouais. qu'au-delà de la télé, c'est toute l'image
Je veux dire, YouTube, c'est une autre forme de télé, là, dans un sens. Tu sais, Ah, c'est sûr. alors, c'est incroyable l'image, mais le bonheur de la radio, puis de passer directement sans aucun filtre, c'est assez exceptionnel, ça. Ouais, moi, j'adore vraiment la radio. Ouais. Décris-moi une journée, si t'en as une journée typique dans ta peau. De ce temps-ci, ma journée commence tôt. Je suis au bureau pas tard. On est en ondes dans l'avant-midi avec le point de presse de Justin Trudeau parce que le gouvernement du Canada, c'est le gouvernement du Canada qui a fait la plupart de toutes les annonces liées à l'économie puis surtout à l'aide aux gens là, durant la COVID-19. Ouais. Bulletin du midi, préparation dans l'après-midi de l'émission du soir, les téléjournaux, la radio aussi, parce que je fais une chronique chez Annie Desrochers l'après-midi. Mm. Alors, mes journées ont 10, 11 heures facilement. Wow. Wow. En temps normal, j'ai pas la partie Justin Trudeau le matin et bulletin du midi. Donc, en temps normal, j'arrive quand même vers 10 heures le matin au bureau OK. et je travaille sur ma journée. J'ai plus de temps pour travailler sur la journée et sur l'émission du soir et sur les différentes interventions. Mais là, en ce moment, il faut commencer par aller en ondes. Wow. Et c'est comme ça, mais c'est exceptionnel. Je veux dire, je regarde mon collègue Patrice Roy qui fait des heures et des heures d'émissions spéciales, puis Sébastien Bovet, puis Madeleine Blais-Morin, puis tous les collègues qui sont sur la COVID-19 depuis 3 mois. Là. Mm. Notre vie est un peu spéciale depuis 3 mois, disons. Puis est-ce qu'en temps normal, lorsque tu arrives à 10 heures, est-ce que avant 10 heures, tu décroches complètement ou tu es déjà en train de... Non, les journalistes, je pense qu'on décroche jamais. C'est même la fin de semaine, je prends des notes, je m'envoie des articles, je lis des choses qui m'intéressent. Wow. Alors, pour décrocher, il faut que j'aille faire de la peinture chez Adélard ou il faut que j'aille dans mon jardin. Puis c'est ça qui fait que ça fait du bien de pouvoir décrocher. Mais en même temps, l'engagement, le plaisir d'être journaliste, c'est qu'on apprend. On apprend sans cesse. Je veux dire, c'est un travail où on est payé pour apprendre. Puis on n'a jamais terminé d'apprendre, puis on a toujours soif d'apprendre, puis de lire un truc là-dessus, puis de voir un autre truc là-dessus. Donc, puis de l'expliquer à d'autres gens par la suite. Oui, c'est pas lourd, là. J'ai pas l'impression d'être submergé par. Tu sais, je fais pas un travail pénible. Il y a des gens qui, dans la vie, il y a une pénibilité de leur fonction. Et si tu leur demandes de faire 11 heures au lieu de 7, si tu leur demandes de faire une 6e journée, si tu réduis le nombre d'intervenants, les ratios, les fameux ratios par bénéficiaire ou par enfant, tu viens alourdir la tâche, ça rend le travail pénible. Moi, je suis pas dans un travail pénible. C'est super intéressant ce qu'on fait. On apprend. Oui, c'est exigeant. Oui, c'est fatigant, mais je veux dire, je suis passionné par ça, mais j'ai du plaisir à faire ça. Là. Ah, mais c'est génial. Et j'ai une question d'économie, OK? Vas-y. Et qu'est-ce que Je sais tu pas penses... si j'ai la réponse, par exemple. OK, ben, ça va être une opinion. Qu'est-ce que tu penses du concept du crédit? Ben, c'est le crédit est le moteur de l'économie depuis 30-40 ans. Je veux dire, toute la croissance économique s'appuie sur le crédit. On n'est plus dans une croissance, si on veut, une croissance, comment je dirais ça? On n'est pas dans une croissance simple de l'économie. On est dans une croissance à crédit de l'économie. Sans le crédit, il est très difficile de penser qu'on peut augmenter la consommation. Parce que le revenu moyen ou les salaires moyens, la rémunération de la classe moyenne, si on veut, en tenant compte de la croissance des prix et donc de l'inflation au fil du temps, n'a à peu près pas monté. Donc, le pouvoir d'achat n'a pas beaucoup augmenté, ou pas du tout, pour la plupart des gens. Donc, si ton pouvoir d'achat n'augmente pas, comment tu augmentes ta consommation? C'est en empruntant. Et le système a favorisé cela. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 170-175 d'endettement par rapport aux revenus disponibles. Autrement dit, pour 100 $ de revenus disponibles, de 175 $ de dette. Wow. Et ça a doublé, ça a triplé depuis 20 ans, ce ratio-là. Puis la croissance économique, c'est 65 à 70 % de la consommation. C'est ça la croissance économique. L'économie s'appuie sur la consommation.
Donc, en ce moment, le choc qu'on a, la crise économique qu'on vit, c'est une crise de consommation. On a fermé l'économie, on a fermé 40% de l'économie, on a mis des millions de personnes à la porte, ben, ils peuvent plus consommer, ces gens-là. Donc, Ben c'est non, une c'est ça. crise de consommation. On n'est pas dans une crise, on n'est pas dans une crise financière, on est dans une crise de la consommation en ce Ils n'ont moment. plus les moyens de consommer autant, finalement. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que les commerces ferment, c'est pour ça que la confiance a chuté, c'est pour ça que le PIB a chuté, le chômage a monté et qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite ou qui vont être obligées de vendre ou fermer leurs portes définitivement. Alors, le système actuel s'appuie sur de la consommation, de l'endettement, de la surconsommation et du surendettement. Et c'est très grave pour une bonne partie de la population qui n'a pas les moyens et qui n'aura jamais les moyens de finir par rembourser tout ce qu'ils doivent. Wow. Mais finalement, il y a une grande partie de la population qui aura peut-être jamais les moyens d'avoir une maison, exemple. Oui, absolument. OK. Absolument, mais tu sais, avoir une maison, ça peut pas être la finalité de tout. C'est agréable d'avoir une maison, mais la location est aussi tout à fait correcte. Mm. Le pire dans ça, c'est pas d'avoir une maison, de ne pas avoir une maison. C'est que quelqu'un puisse s'endetter jusqu'aux oreilles parce Mm. qu'on lui dit oui, tu peux avoir ta maison, Ouais, oui, ouais, tu ouais. peux t'endetter jusqu'aux oreilles, puis il signe en bas ici. Et là, qu'après, la personne se retrouve au moindre choc, plus capable de payer sa maison, puis de se faire saisir Mm. sa maison. Ça, c'est épouvantable comme situation. Je veux Vraiment. dire, je comprends que tout le monde gagne pas le même salaire dans la vie, mais on peut pas s'imaginer qu'on permet et qu'on arrive à un surendettement qui, dans le fond, pousse les gens dans le précipice. Puis après ça, c'est bon, t'es tombé, bon, on va récupérer ta maison, on va récupérer ton auto, on va Wow. récupérer tes biens, puis on va repartir avec ça. Et parce qu'en fait, l'exemple, disons, du vendeur de divan qui te propose de le payer sur 5 ans, mais lui, il voit avec le taux d'intérêt probablement qu'il va... c'est gagnant pour lui. Autrement dit, il va faire de l'argent sur ton dos. Ben, un intérêt, nécessairement, lorsqu'il y a un intérêt, il y a un avantage pour les deux parties. C'est-à-dire, il y a le parti qui voulait l'avoir, le divan. Il dit, Ouais. parfait, je vais te verser un intérêt parce que je suis capable d'avoir le divan, mais à 20 $ par mois. Puis, il y a celui qui te le vend, qui, lui, va toucher un intérêt. Donc, c'est une espèce d'entente, si on veut, entre les deux. Je pense que le problème, c'est la gestion de la dette. Si vous êtes capable de payer votre dette, si vous êtes capable de rembourser votre carte de crédit au complet, c'est correct. Là. Je veux dire, c'est pas anormal de faire un achat, de s'endetter en sachant que dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois ou à la prochaine carte, je vais être capable de rembourser au complet. Mm-hmm. S'endetter sans savoir comment on va rembourser, c'est un vrai problème, ça. Et Ou que quand les vendeurs... Ou que les vendeurs... Le problème, c'est que les vendeurs nous font accroire qu'on a les moyens alors qu'on les a pas, finalement. Oui, c'est Il faut ça, avoir des limites. exactement. Oui, OK, absolument. super. Euh, t'as une émission qui s'appelle Vocation Leader Oui. où tu as rencontré beaucoup de personnalités influentes. Est-ce que tu as remarqué parmi ces grands leaders-là un trait commun? Je pense que chacun, c'est très cliché de dire ça, mais je pense que dans chacun, il y a énormément de passion. Puis c'est comme le feu qui les anime du matin au soir, puis du soir au matin, puis 7 jours par semaine. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils sont toujours très animés par le projet qu'ils mènent. Beaucoup ont minimisé l'importance de l'argent. Moi, je pense qu'ils le minimisent parce que c'est difficile de parler d'argent puis de dire, ah, ben, c'est le fun d'en faire un peu plus pour Ouais. s'acheter des affaires ou faire des voyages ou je ne sais trop. Mais je pense que ce qui est indéniable, c'est qu'ils sont vraiment passionnés, puis investis, puis engagés dans le désir de fabriquer, construire, développer, réussir un projet. Puis ça doit être assez intéressant parce que moi, ça m'arrive pas, là, mais ça doit être intéressant aussi de créer des emplois. De Vraiment? donner de l'emploi à quelqu'un, de donner de l'emploi à une personne, d'en donner à 10, à 100 personnes.
il y a une responsabilité qui vient avec ça, mais ça doit être agréable aussi de se dire, ben, il y a 100 familles qui réussissent à bien vivre, par exemple, parce que je pense Vraiment. que l'objectif aussi, c'est de bien les payer puis de leur donner des bonnes conditions de travail, espérons-le. Puis de se dire, ben voilà, ce que je fais, ce que j'ai créé, ce que j'ai développé, bénéficie à un paquet de personnes. Vraiment. Alors, J'avais pas pensé à ça. ça, je trouve que j'ai ressenti ça chez chacun. Puis de toute façon, on a essayé de choisir des personnes qui incarnaient ces valeurs-là aussi, tu sais, qui avaient ça. Je ne dis pas que c'est parfait, là, on a fait une trentaine d'invités. Il y a des gens qui disaient pourquoi vous avez invité celui-là ou celui-là, mais je pense que de façon générale, on est allé chercher des gens qui inspiraient ça. Non, j'ai une toux qui s'en va pas. Qui est douteuse, hein? Pardon. Qui est douteuse, qui ira te faire tester, là. J'ai déjà fait le test en passant, puis c'est vraiment pas le fun, là. Il rentre un bâton vraiment creux dans les narines, puis vraiment creux dans la gorge. Bon, mais il y a quelque chose, je trouve, au Québec, on a tendance, en tout cas, c'est peut-être juste moi, mais tu me dis que c'est un PDG ou quelqu'un qui est vraiment, vraiment riche, déjà, je vais comme me méfier, tu sais, je vais être sur mes gardes, je vais me dire, je sais pas si c'est de la jalousie ou de l'envie, mais j'ai l'impression que ils me sont pas, j'ai pas envie que ce soit mes amis, genre ils me ressemblent pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, ce que je dis. Oui. Puis de toute façon, je veux dire, on va vers les gens envers qui on a confiance, puis avec qui on a le goût de se rassembler. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus, de scandales. Il y a eu beaucoup de déconnexion aussi. Tu sais, tantôt, je te disais, moi, je veux pas être le journaliste en économie qui parle juste des indices boursiers puis qui s'adresse juste à une catégorie de gens, les mieux nantis de la société, parce que moi non plus, je me reconnais pas directement dans ça. Je suis journaliste, je suis pas PDG, je suis pas un homme d'affaires, je suis pas une femme d'affaires, je suis même pas je me considère même pas comme entrepreneur, même si on a fait un projet à Fredericksburg qui relève quand même de l'entrepreneuriat. Mais c'est la connexion, puis il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, la connexion, la déconnexion entre les hauts dirigeants puis l'ensemble de la population, elle est réelle. Et il y en a qui travaillent pour avoir une vraie connexion puis garder les deux pieds sur terre. Il y en a qui font ça. Mais il y en a qui se tiennent bien dans les hauteurs de leur fonction puis qui n'ont pas du tout envie d'entrer en contact avec tout le monde, là. Alors, ton sentiment est tout à fait normal puisque c'est celui qui t'habite, là. Ouais, exact. Ça ou ça. Écoute, Gérald, on va finir ça avec un ça ou ça. Donc, je vais te donner deux choix. Tu vas choisir, puis tu vas me dire pourquoi, tout simplement. Alors, pour commencer, matin ou soir? Matin. Beaucoup plus d'énergie. Je suis capable d'aller courir le matin. Je peux faire tout ce que j'ai à faire, je fais ça le matin. Ouais. OK. Parce que le soir, j'arrive là, puis c'est comme une pente abrupte. OK. Twitter ou Facebook? Mon Dieu Seigneur. Facebook, parce que Facebook me permet d'atteindre beaucoup plus de gens que Twitter. Mais j'aime Twitter parce que c'est aussi un contact plus professionnel, si on veut. C'est comme un gros fil de presse. Ça dépend de ce que tu mets dedans, là. Exact. C'est comme un gros fil de presse. Ça me permet de suivre mon président préféré. OK, ouais. Wow. Alors, les deux, en fait, Facebook et Twitter. Parfait. Verre à moitié plein ou à moitié vide? À moitié plein, parce que fondamentalement, il pourrait être à moitié vide dans ma tête, mais moi, quand je me lève le matin, je décide qu'il est à moitié plein, justement, pour éviter de voir les choses négativement. OK, c'est un bon truc. Montréal ou Québec? Montréal, j'habite à Montréal, je vis à Montréal, j'ai grandi une partie de mon enfance à Montréal, puis une autre dans les cantons de l'Est, et je suis né à Montréal, alors Montréal. Quel quartier? J'ai rien contre Québec. Ton quartier coup de cœur? Oh là là, ça c'est difficile. Tu vois, je suis né dans Hochelaga-Maisonneuve, donc j'ai une affection particulière à 2 pas du stade olympique qui était en construction à l'époque. Donc j'ai une affection particulière.
une affection particulière. Voilà, je veux dire ça. OK, cool. Les Beatles ou les Rolling Stones? Ouf. Les Beatles, tiens. Les Beatles. Thé Ouais. ou café? Café, 3 fois Café. par jour. Quel type de café? J'aime bien un allongé sans lait, sans sucre, sans rien. Génial, moi aussi. Canicule ou tempête de neige? Ah, wesh. Je suis tellement pas fonctionnel quand il fait trop chaud, là. J'aime mieux la tempête de neige. Ouais, moi aussi. Sincèrement, j'aime mieux la tempête de neige, puis je la regarde par la fenêtre, puis je vais aller marcher dedans, bien habillé, là. Ouais. Oh oui, tempête de neige, Moi aussi, définitivement. je préfère. Ouais. Chips ou bonbons? Chips. Chips. Donc, salé plus que sucré. Ouais. Ben, les deux, là, mais chips ou bonbons, chips. Bière ou vin? Vin, je déteste pas la bière, mais je préfère le vin. Oui, oui, vin rouge même, OK. la plupart du temps, mais tout ça, tout ce qui a de l'alcool, là. Lecture ou cinéma? Ah, c'est dur ça, mais lecture, parce que je lis beaucoup plus que je vais au cinéma. Évidemment. Beaucoup, beaucoup. Ouais, évidemment, mais je vais depuis qu'on va à Saint-Armand la fin de semaine, on va beaucoup moins au cinéma, puis on lit beaucoup plus. OK. J'allais dire que tu dois lire beaucoup plus des articles que des livres, en fait, mais... Oui, pendant mes périodes, quand je travaille, c'est dur pour moi de me lancer dans des romans, mais dès que j'ai des vacances, je ne lis que des romans. OK, Alors là, je me prépare une pile, là, tranquillement, là, pour cet été. Là. Ouais. OK. Et finalement, Gérald, l'argent ou la gloire? Toi qui étais spécialiste en économie. Je peux-tu prendre le mot « ou » entre les deux, là? Ou tu choisis le « ou ». L'argent ou la gloire, wesh. Pas obligé de répondre. Sinon, j'en ai un... gloire. C'est quoi la gloire? Ben, la gloire, c'est de, je sais pas, de se faire aduler, tu sais, d'avoir des fans, des... Mais c'est une drogue, ça, parce que j'imagine. Il faut garder les deux pieds sur terre toujours. On peut pas partir sur une balloune, là, sinon... Non. Donc, je réponds pas à ça. Ben, je vais dire l'argent. Je vais dire l'argent, mais un petit peu juste pour être capable d'aller à la campagne puis de faire des voyages, tu sais, dans le sens correct de dire c'est agréable d'avoir un peu de moyens, pas de gagner des millions, de gagner un peu d'argent pour être capable de faire des choses. C'est ça, exact. C'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment ça. C'est dans ce sens-là que je me dis, bon, ben l'argent, c'est correct d'en avoir ou d'en faire. Dans l'objectif de mieux vivre. Exact. D'en avoir assez, finalement, mais pas d'avoir des moyens trop ridicules. Non, mais c'est parce qu'on peut pas manger 3 filets mignons au souper à tous les soirs, de toute façon. À un moment donné, il y a vraiment des limites, et ces limites-là sont très, très, très dépassées par beaucoup de gens. Oui, malheureusement. Merci beaucoup, Gérald. Hein? Hey, merci. Vraiment, vraiment apprécié. Écoute, je sais que tu as une journée très chargée, donc je vais te laisser aller couvrir le point de presse de M. Trudeau. Voilà, je vais faire juste ça. Juste après avoir fait ton entrevue au tête-à-tête des cantons, quand même. Hein? Exactement. C'est ce que j'aime de ma journée. Elle sera diversifiée. Génial. Merci, Gérald. Salut, Jules. À la prochaine. Merci. Bye. Salut.